Madame la présidente, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, l'étude que je vais vous présenter a été réalisée avec la participation de mon collègue Patrick Chevillon, qui sera l'expert en qualité de viande dans cette étude, et dans le cadre d'une collaboration donc, avec Zoetis, donc avec Frédéric Collin. Alors, le contexte de réalisation de cette étude, c'est celui d'une diminution générale de l'adiposité des carcasses dans les abattoirs, diminution d'adiposité qui est le fruit de plusieurs décennies de sélection génétique pour des animaux de plus en plus maigres et également plus efficients. Et en parallèle de ça, une amélioration du taux de muscle des carcasses par les pratiques de l'alimentation aussi pour mieux couvrir les besoins nutritionnels en faveur du gain de muscle. Cette tendance s'est accentuée récemment avec l'arrêt de la castration chirurgicale des mâles entiers. Et donc, se pose la question de réponse à certains marchés qui, eux, ont besoin de carcasses suffisamment couvertes, en particulier le marché du jambon sec, puisque le fait que les carcasses soient trop maigres pour ce marché-là pose des questions, des problèmes liés à la composition chimique des pièces, le rendement de transformation et la qualité sensorielle, et plus généralement remet en question des processus de salaison qui ont été établis sur la base de pièces anatomiques qui avaient d'autres caractéristiques, et donc avec des contraintes derrière de fourniture de ce marché-là. Donc des solutions sont recherchées pour qu'il y ait un nombre de pièces répondant aux attentes de cette filière, et l'une d'entre elles potentiellement est la castration par la vaccination contre GnRH chez les mâles entiers. Et en fait, il s'avère que de nombreux élevages, alors pas forcément de ce côté-ci de l'Atlantique, mais de l'autre côté, quand ils vaccinent les mâles entiers, vaccinent également les femelles selon ce même protocole. Et donc, des résultats ont été obtenus également sur des femelles vaccinées contre GnRH. Mais le plus souvent, ce sont des animaux qui sont abattus à un poids plus élevé que celui de notre marché et avec des véras terminaux différents. Donc on s'est posé la question de savoir quels étaient les résultats qu'on pouvait espérer sur des femelles qui étaient abattues à un poids plus conforme avec ce qu'on observe chez nous et avec le véra terminal majoritaire, donc le véra piétrin. Donc pour cela, nous avons mis en place un essai à la station expérimentale de Romillet dans lequel nous avons comparé deux groupes de femelles, témoins ou vaccinés, qui rentraient en engraissement aux alentours de 26 kg de poids vif avec un objectif de poids d'abattage à 115 kg. Les animaux étaient élevés par groupe de 6 et les femelles étaient alimentées à volonté, à sec avec du granulé, avec des aliments donc en deux phases formulés pour la même teneur en énergie nette et des apports dans l'aliment en acides aminés conçus pour être non limitants des performances sur la base de la connaissance que nous avions de ces animaux dans notre station. Donc, pour décrire le protocole qui a été appliqué pendant la phase d'engraissement, les animaux sont arrivés à 70 jours d'âge. 5 semaines plus tard, les animaux du groupe V ont reçu leur première injection. 4 semaines après celle-ci, leur quatrième donc la deuxième injection, et l'abattage a eu lieu par case entière, donc soit 4 ou 5 semaines après V2. En parallèle, le groupe témoin est rentré donc simultanément et a été abattu dans les mêmes conditions, mais n'a reçu aucune injection. Donc nous avons fait des mesures classiques permettant d'évaluer les performances de croissance des animaux, également des caractérisations à l'abattoir avec un suivi individualisé des porcs pour obtenir les critères qui permettent de calculer le rendement de carcasse et le taux de muscle des pièces, et des mesures plus en relation avec la qualité de la viande utilisées comme proxy des processus ultérieurs de rendement d'utilisation des pièces de jambon et de longe, donc à savoir le pH ultime sur toutes les carcasses et des mesures de ressuyage sur une partie des animaux. Alors, pour commencer la présentation des résultats, je vous présenterai tout d'abord l'évolution de la consommation moyenne journalière, donc qui a été mesurée chaque semaine. On voit tout d'abord que entre l'entrée en engraissement et la première vaccination des femelles du groupe V, il n'y a aucune différence d'évolution de l'ingéré. C'est également le cas jusqu'à la deuxième vaccination et comme on l'observe également chez les mâles entiers, on voit que l'écart entre les groupes apparaît une semaine après la deuxième vaccination, avec une surconsommation d'aliments chez les animaux vaccinés par rapport aux animaux témoins.
En termes de performance de croissance pendant tout l'engraissement, on voit que le fait d'avoir vacciné les femelles, ça se traduit par une surconsommation environ en moyenne de plus de 110 grammes par jour, avec un bonus de vitesse de croissance. Donc là, ce sont des tendances, mais ce qui se traduit par une augmentation significative de l'indice de consommation et la possibilité, à un âge donné, d'abattre des animaux légèrement plus lourds. Alors en réalité, ces différences, on a vu avant que l'ingéré ne changeait pas avant V2, ces différences apparaissent essentiellement sur la fin de l'engraissement avec un écart de consommation d'aliments qui frôle les 400 grammes par jour et un écart de vitesse de croissance qui arrive à près de 90 grammes par jour, donc pour également une augmentation de l'indice de consommation sur cette période, compte tenu des modifications hormonales qui ont lieu chez ces animaux. En termes de caractéristiques de carcasses et de viande, on voit que conformément à ce qu'on pouvait attendre, nous avons des carcasses plus couvertes, avec un écart de 2 mm de valeur de gras dorsal G3 et G4, et donc de façon mathématique, une diminution du taux de muscle des pièces résultante. En termes de pH et de ressuyage, on a une évolution de ces critères qui est en faveur de meilleurs rendements de transformation par la suite de ces pièces. Donc, en conclusion, on a vu que à l'issue de cet essai, qu'on avait des carcasses plus lourdes à l'abattage, un gras dorsal plus accru et une amélioration du pH et des pertes en eau. L'ensemble de ces résultats nous permet d'observer un avantage de la pratique, notamment quand nous sommes dans un marché où on cherche à gagner quelques kilos supplémentaires sur la carcasse dans un temps d'engraissement limité. Également, en réponse aux attentes, une augmentation du lard, donc qui permet d'espérer une plus grande labellisation des pièces pour le marché de la salaison. Et une amélioration des critères de qualité de viande pour le séchage, la cuisson et le tranchage. Alors, bien entendu, parallèlement à ces effets, on a des coûts de production supplémentaires, tant en termes d'utilisation d'aliments que de temps et d'utilisation du vaccin, ce qui impose que pour atteindre ces objectifs d'amélioration de la qualité en réponse à des attentes de l'aval, il faille améliorer la rémunération de l'éleveur et des carcasses. Je vous remercie pour votre attention.